Septembre 1944, les Alliés utilisent en Europe un nouveau bombardier léger, le A-26, un bimoteur rapide, bien armé, capable d'emporter près de 2 tonnes de bombes. Son fabricant, Douglas, l'a baptisé Invader. « 25 ans plus tard, l'Invader est toujours en service et toujours utilisé au combat. Ses dernières missions ont lieu au Vietnam en novembre 1969. Aucun autre avion de combat américain n'a eu une telle longévité. Ce record s'explique par ses qualités exceptionnelles. Le A-26 était construit comme un avion d'attaque, mais certaines de ses caractéristiques étaient celles d'un bombardier léger. Quand l'US Air Force abandonne la dénomination avion d'attaque, le A-26 est rebaptisé B-26. Mais plus tard, un changement dans le climat politique lui fera retrouver son nom d'origine A-26. L'Invader a été utilisé par un grand nombre de pays. En 1961, les armées de l'air de 21 pays s'en servaient encore. Pendant la crise de la baie des Cochons, les deux adversaires, les forces castristes et les exilés cubains soutenus par la CIA, en utilisaient. Les Français en avaient à Dien Bien Phu en Algérie. On le retrouve également au Congo, au Biafra, en Corée et dans bien d'autres conflits. Le A-26 est l'avion qui a été engagé dans le plus grand nombre de guerres. On a tout fait pour maintenir les Invaders en service. Quand ils ont commencé à présenter des signes de fatigue, l'US Air Force décide de reconditionner entièrement 41. Leur rôle était à ce point essentiel que l'Air Force a fini par acheter des Corsair 2 A7 de la Navy pour les remplacer. Le A-26 n'a pas le côté fascinant d'un avion de chasse ou d'un bombardier stratégique. On connaît mieux ses états de service que l'appareil lui-même. Pourtant, il figure en bonne place dans les livres de référence et les manuels sur les opérations d'appui-sol et les opérations anti-rébellion. L'histoire du bombardement aérien débute avec ce qu'on appelle la couverture rapprochée des forces au sol. Les avions de la Première Guerre mondiale sont au début des appareils de reconnaissance, sans armement, mais très vite on va les équiper de fusils et de grenades. Quelques mois après les premières attaques aériennes à la grenade, on commence à développer des bombes aviation. En même temps, avec la séparation des tâches dans l'aviation, on développe des appareils spécialisés, des chasseurs et des bombardiers. À cette époque, ce qui était complexe dans un bombardement, c'était d'arriver à sortir la bombe du cockpit et à la lâcher sans qu'elle ne touche l'avion. Les résultats en bas étaient plutôt le fruit du hasard et rarement concluants. À la fin de la guerre, les deux camps avaient en projet de construire des grands bombardiers. Les stratèges de l'armée de l'air étaient très optimistes. Ils voyaient l'avenir dominé par l'aviation, un avenir dans lequel les buts stratégiques seraient atteints avec des bombardiers à grand rayon d'action. Eux, les stratèges de l'armée de terre, étaient plus pragmatiques. Ils pensaient qu'une aviation d'appui-sol pouvait servir à dominer le champ de bataille, mais que la réalisation des buts stratégiques passait par l'occupation des territoires ennemis. On peut dire qu'ils avaient tous raison, mais chacun à leur façon. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, les catégories d'appareils se divisent en sous-catégories.
Il y a désormais des bombardiers stratégiques et des bombardiers tactiques, des petits et des gros. Une partie des missions d'appui sol sont effectuées par des avions de chasse, le reste par des avions d'attaque spécifiques et des bombardiers légers. Il était de plus en plus difficile de faire la distinction entre les missions de support des troupes au sol et les missions d'interdiction. La désignation d'avions d'attaque devenait inappropriée. Après la guerre, l'US Air Force l'abandonnera. Le côté artificiel de la distinction entre d'une part avion d'attaque et d'autre part bombardier est renforcé par le fait que le B-25 de North American et le Martin B-26, qui étaient comparables en taille et en potentiel au A-26, étaient eux considérés comme des bombardiers légers. Le B-25 Mitchell était le moins rapide des trois. C'était aussi celui qui pouvait décoller avec la plus petite charge de bombes, et c'était également le plus ancien des trois et le plus traditionnel dans sa conception. Mais les pilotes aimaient sa maniabilité. La conception des B-25 Mitchell et B-26 Marauder datait d'avant-guerre. Elle reposait plus sur des extrapolations théoriques que sur la réalité des combats. Le Marauder reflétait les idées de Martin qui croyait à un bombardier léger et très rapide. D'une certaine façon, Martin pensait à un très gros chasseur bombardier qui n'ait pas besoin d'appareil d'escorte et qui soit capable de se dégager seul d'une interception ennemie. Avec une vitesse de pointe de plus de 500 km/h, l'objectif n'était pas loin d'être atteint, mais le Marauder s'est retrouvé dépassé par le développement des avions de chasse. Les versions successives du Marauder ont été de plus en plus lourdes. L'idée d'origine, en fait, n'a pas résisté aux nécessités du moment. Le Mitchell et le Marauder étaient tous les deux de très bons appareils. Ils avaient tendance à éclipser les avions d'attaque comparables. Douglas, lui, avait produit le Havoc A-20. Ses performances avaient été appréciées en Europe et dans le Pacifique. Les Français ont été les premiers à acheter cet avion conçu par Jack Northrop. Douglas en a produit plusieurs milliers d'exemplaires. La plupart des aviations des pays alliés les ont utilisés. Le A-20 était plus rapide que le B-25 ou le B-26, mais son rayon d'action et sa capacité d'emport de bombes inférieures. Les Britanniques, qui l'avaient surnommé le Boston, y tenaient beaucoup. Le A-20 a permis aux Britanniques, comme aux forces françaises libres, de mener à bien un grand nombre d'opérations risquées en Europe. Malgré sa faible capacité de charge, dans beaucoup de cas, la précision d'un bombardier d'attaque qui vole à basse altitude est préférable au pilonnage aveugle d'un bombardier stratégique qui vole à très haute altitude. À l'approche du jour J, les missions de A-20 à basse altitude se sont multipliées. Pour atteindre leur cible, ils traversaient la Manche au ras des flots. Le Havoc était un bon avion, il a fait beaucoup de travail, mais à sa façon, sans faire de bruit. Son premier vol a lieu en 1938. C'était la mise en application d'un grand nombre de théories militaires d'avant-guerre. Il était hérissé de 6 mitrailleuses défensives, sa capacité d'emport de bombes n'était pas très grande et son rayon d'action relativement limité. Mais c'était le premier avion de combat américain à être équipé d'un train d'atterrissage tricycle. Quand la guerre est arrivée, il a pu être modifié sans problème, il sera profondément transformé et se montrera très efficace. Les ingénieurs Douglas, dirigés par Edward Hindman, avaient conçu un remplaçant pour leur Havoc. Non pas une nouvelle évolution du A-20, mais un nouvel appareil. En s'appuyant sur les enseignements tirés du début du conflit, ils n'ont conservé des idées d'avant-guerre que celles qui s'étaient avérées exactes. En y ajoutant leur expérience acquise en temps de guerre, ils sont arrivés à ce qui pouvait se faire de mieux.
A-26 a eu pour effet immédiat de rendre tous les autres bombardiers légers des Alliés obsolètes. Le nouveau Douglas volait à 560 km/h et pouvait emporter 1500 kg de bombes. Son avantage sur les Mitchell et les Marauder était de plus de 100 km/h. Parallèlement à l'amélioration de la vitesse et de la capacité de charge du A-26, les appareils conçus avant-guerre, eux, devenaient plus lents. La guerre a obligé à faire mieux que ce qui avait été imaginé en temps de paix. L'Invader est un des très rares appareils à avoir été conçu, homologué, fabriqué et utilisé pendant la guerre. C'était une réussite, mais la paix a mis un terme à sa fabrication. À la fin de la guerre, il n'avait été fabriqué qu'à 2453 exemplaires, contre près de 10 000 pour le Mitchell. À partir d'une même cellule, les ingénieurs avaient construit 3 prototypes. Les principales différences résidaient dans son nez. Le A-26, dans sa version chasseur de nuit, sera éphémère, mais les 2 autres seront développées et produites. Le A-26B avait un nez plein avec 6 mitrailleuses. Le A-26C avait un nez vitré comme un bombardier. Premier vol le 10 juillet 1942. Le A-26 sera homologué sans grande modification. L'Invader a été envoyé au combat avant même qu'on ait remédié à tous ses défauts. Les pilotes le trouvaient extraordinairement maniable et ils étaient très impressionnés par sa vitesse. Sa visibilité n'était pas aussi bonne que celle du A-20 à cause de la position de ses moteurs, mais le pilote avait un très bon champ de vision vers l'avant et vers le haut. Les pilotes du 416e groupe de bombardiers, qui avaient des A-20, seront les premiers à voler sur Invader. Les premières escadrilles de A-26 sont mises en service en octobre 1944. Un mois plus tard, toute l'unité en est équipée. Première sortie des A-26 le 7 novembre. Il fait très mauvais en Europe ce jour-là. Le groupe de A-26 sera la seule unité de la 9e Air Force à accomplir sa mission. Les Invaders ont effectué plus de 11 000 sorties en Europe pendant les 6 derniers mois de la guerre. Associés à d'autres appareils d'attaque et de bombardement tactique, ils ont rendu possible la victoire des troupes terrestres. La libération du continent tient pour beaucoup à la couverture assurée par les avions tactiques sur les lignes de front. En même temps, des bombardements derrière les lignes ennemies empêchaient les unités allemandes de s'organiser et de se regrouper. Les tanks étaient incapables de rejoindre rapidement le front. Ils étaient obligés de faire de longs détours pour éviter les ponts détruits, et cela sous un feu aérien constant. Les Allemands subissaient de très lourdes pertes et les troupes qui arrivaient au front étaient épuisées. L'approvisionnement en carburant et en munitions ne suivait pas, la destruction de leur logistique anéantissait leur efficacité. En février 1945, plus de 9000 avions harcèlent les voies de communications allemandes. Parallèlement, les forces de bombardement stratégiques pilonnent implacablement les raffineries et les industries aéronautiques allemandes. La concentration des attaques sur les infrastructures essentielles de l'Allemagne donne de très bons résultats. L'armement défensif des Invaders se composait de 2 tourelles de 2 canons, l'une au-dessus et l'autre en dessous du fuselage. Ces tourelles étaient commandées à distance, la tourelle supérieure, qui pouvait être orientée vers l'avant pour augmenter la puissance de mitraillage des Invaders, avait des canons à 500 coups.
Ceux de la tourelle inférieure avaient une capacité de 400 coups chacun. Les deux étaient commandés par l'artilleur arrière. Le nombre de mitrailleuses sur les A-26 à mi-plein est passé de 6 à 8. En plus, ils pouvaient être équipés de mitrailleuses sous leurs ailes. L'Invader disposait ainsi de 18 systèmes d'armes différents. Les pilotes se sont aperçus qu'une fois les bombes larguées, leurs Invaders se comportaient comme des chasseurs. À certaines altitudes, le A-26 virait plus court qu'un Messerschmitt 109. Il était également plus rapide que le 109E et à peine plus lent que les modèles F et G. La puissance de son armement frontal permettait au A-26 version nez plein de se colter avec les chasseurs ennemis. Quand les A-26 sont entrés en action, l'aviation allemande était déjà affaiblie. Les chasseurs allemands se sont tout de même battus avec eux, ils n'en sont pas souvent sortis vainqueurs. Il y a eu très peu d'Invaders abattus. Le 19 février 1945, un A-26, piloté par le commandant Durkee, a probablement descendu un Messerschmitt 262, un chasseur à réaction. Dans d'autres affrontements, les pertes de A-26 étaient de même niveau que celles des avions allemands. À l'origine des retards dans le déploiement des Invaders, il y avait la formation des équipages et du personnel au sol. La seule faiblesse du A-26 était son train d'atterrissage avant, qui a souvent cassé. Il était aussi difficile d'en sortir pour sauter en parachute, et la disposition de son cockpit était très compliquée. Une fois ces défauts rectifiés, la mise en place des Invaders a pu se poursuivre à un rythme très rapide. La force aérienne allemande était de plus en plus faible à cause de la pénurie de carburant et de la destruction de son industrie. Mais des barrages anti-aériens ont continué. Les missions se faisaient contre des objectifs très bien défendus et la DCA allemande est responsable de la plupart des pertes de A-26. Pendant la courte période où ils ont été déployés en Europe, 67 A-26 ont été abattus, mais ces pertes ont été compensées par 7 victoires confirmées en combat aérien et par de nombreuses autres victoires probables. À l'origine, les Invaders étaient propulsés par deux moteurs Pratt & Whitney R2800 de 2000 chevaux. Avec un système d'injection d'eau, leur puissance a été augmentée et leur vitesse est passée de 570 à 600 km/h. Environ la moitié des Invaders produits ont eu ces nouveaux moteurs. L'expérience des Invaders en Europe a été très utile à l'US Air Force après la guerre quand elle a dû décider de son équipement. L'analyse statistique des missions des divers bombardiers légers américains en Europe montre clairement que les A-26 étaient au-dessus de tous les autres appareils. Mais il faut tout de même être très prudent dans l'analyse de ces chiffres. Les A-26 ne sont intervenus qu'à la fin de la guerre, quand les défenses aériennes allemandes étaient déjà faibles. C'est peut-être ce qui explique le faible pourcentage de pertes de A-26 sur les milliers de sorties réalisées. En revanche, il est incontestable qu'à chaque mission, un Invader larguait un plus grand tonnage de bombes qu'un A-20, un B-25 ou un B-26. Plusieurs autres chiffres prouvent bien que le A-26
étaient supérieurs aux modèles antérieurs. Les dimensions du A-26 étaient très comparables à celles des deux bombardiers légers. Avec une envergure de 23 mètres, une longueur de 17 mètres, un poids à vide d'environ 11 tonnes et une charge maximale au décollage de 19 tonnes, il se situait entre le Mitchell et le Marauder. Il pouvait transporter près de 2000 kg de bombes et il y avait un rayon d'action de plus de 2200 km. Quelques-uns ont été équipés de radars et peints en noir pour les bombardements de nuit. Plus tard, la France en a aussi rééquipé certains en chasseurs de nuit. Mais en Europe, pendant la guerre, la plupart des A-26 servaient de bombardiers légers, comme prévu à l'origine. Dans le Pacifique, en revanche, on a beaucoup plus fait appel à leur puissance de tir dans des missions de couverture rapprochées des troupes au sol. Dans le Pacifique, l'armée de terre a également utilisé au maximum leur qualité pour bombarder. C'étaient des plateformes de tir d'une très bonne stabilité, mais c'est surtout en Europe qu'ils ont fait leurs preuves. À la fin de la guerre, l'US Air Force a annulé pratiquement toutes ses commandes en cours et révisé tous ses futurs besoins. Parmi les commandes annulées, il y a eu celle de 5254 Invaders, mais après évaluation, l'US Air Force décide que le A-26 serait son bombardier léger standard. Une partie des qualités de cet appareil tient à la structure de ses ailes. Leur traînée était faible et l'écoulement du flux d'air était laminaire. Elles étaient renforcées avec des raidisseurs axiaux. On pouvait ainsi accrocher en dessous des charges importantes, ce qui renforçait encore le potentiel de l'Invader. L'ingénierie de cet avion était assez sophistiquée. Sa forme carrée était pratiquement unique en son genre. Contrairement aux appareils monocoques et de forme cylindrique, la structure de l'Invader dépendait plus de ses matériaux que de sa forme. Grâce à ses qualités et à son engagement limité dans des combats, l'Invader a survécu à la plupart des autres appareils utilisés pendant la guerre. Le A-26 est resté en service après la guerre. On a même étudié la possibilité de le transformer en trimoteur en lui ajoutant un réacteur dans son fuselage. Un prototype, testé en juin 1946, a volé à 660 km/h. Ce prototype est l'unique Invader construit après la victoire. L'US Air Force a conservé ses Invaders car ils représentaient une solution provisoire jusqu'à la mise au point et au développement de bombardiers à réaction. Mais avec l'éclatement de la guerre de Corée, ils allaient être bien plus qu'une solution de remplacement. Même si la Corée était à portée des avions en réaction stationnés au Japon, cette guerre s'est faite sur de courtes distances et avec des affrontements très violents. Les Invaders pouvaient utiliser des pistes en mauvais état, ils pouvaient aussi opérer à partir du Japon, ils ont permis de faire face à la supériorité des forces communistes au sol.
Avec la destruction des ponts et le retrait des forces de l'ONU face aux premières offensives communistes, les bombardements et les mitraillages opérés par les A-26 ont permis de contenir les attaques communistes. On les appelait maintenant B-26, un nom hérité des Marauders qu'ils avaient remplacés. Avec la création de l'US Air Force, la classification avion d'attaque avait été supprimée, mais par commodité, les changements de nom avaient été limités dans la mesure du possible. Il existait encore deux types d'Invader, le modèle C avec son nez vitré et le modèle B équipé de mitrailleuses. Considérés comme dépassés, comme des dinosaures comparés aux avions en réaction, on n'avait rien fait pour les rééquiper ou les moderniser. On considérait que leur jour était compté. Il y avait une seule raison pour les maintenir encore en service, aucun autre appareil n'était capable de le remplacer. Pendant la guerre de Corée, ce message a été entendu jusqu'aux États-Unis. Mais on n'a rien retenu des leçons de cette guerre et 15 ans plus tard, quand les États-Unis se sont retrouvés impliqués au Vietnam, ils ont eu à nouveau besoin du A-26. Aucun appareil capable de le remplacer n'avait été développé. C'est en Corée que les A-26 ont été utilisés pour la dernière fois dans leur rôle d'origine de bombardiers intermédiaires. Au Vietnam, ce rôle sera rempli par d'autres appareils, surtout des chasseurs bombardiers tels que le F-105 Thunder Chief. Pendant la guerre de Corée, un certain nombre d'Invaders sont ressortis des hangars où ils avaient été remisés. Les événements ont prouvé que leur retraite avait été prématurée. Les A-26 ont été utilisés durant toute la guerre et ils ont pris part au dernier combat. La guerre de Corée a amorcé le changement du paysage géopolitique. Avec la défaite technologique des Chinois, les communistes hésitaient à s'engager dans de nouveaux conflits. La guérilla allait remplacer les combats traditionnels, les anciens grands conflits se transformant en une succession de conflits locaux. Même l'URSS n'a accordé qu'une aide limitée à la guérilla. Les soviétiques s'étaient retirés de Corée avant le début de la guerre et pendant, ils n'ont jamais recherché l'affrontement avec les États-Unis. Les forces révolutionnaires du tiers-monde allaient devoir s'appuyer sur leurs propres ressources ou sur ce qu'ils arrivaient à dérober aux gouvernements en place. Pratiquement sans appui extérieur, les groupes révolutionnaires, en particulier ceux d'Amérique du Sud, vont se lancer dans de longues campagnes qui dérangeaient plus qu'elles ne menaçaient leurs adversaires. Certaines de ces guerres d'usure se poursuivent encore. Avec sa vitesse à basse altitude et son armement puissant et précis, le A-26 a été très vite considéré comme l'appareil idéal pour combattre les insurrections. Beaucoup de ces insurgés n'étaient pas des communistes, mais des nationalistes mal équipés, cherchant désespérément des aides extérieures. L'évolution des techniques de guérilla a imposé une nouvelle approche de ces conflits et de nouvelles méthodes pour lutter contre les insurrections.
L'essentiel du matériel militaire est conçu pour s'opposer à un matériel de même niveau. Aucun effort n'avait été fait pour concevoir un nouvel équipement capable d'affronter des armements simples, et pourtant la menace était bien là. Les Invaders disposaient de nombreux avantages dans les opérations anti-insurrection. Ils avaient un grand rayon d'action et ils volaient suffisamment lentement pour observer de près toute une région. Leur blindage leur permettait de résister à presque tout et seul un tireur très chanceux pouvait les atteindre. Quand ils repéraient une activité de guérilla, généralement elle était limitée et un seul Invader suffisait pour la réduire à néant. Tel quel, le A-26 avait la puissance offensive, la vitesse et le rayon d'action adaptés à ce genre de mission. Ces qualités, il les avait héritées de la Deuxième Guerre mondiale. Arriver à faire un jet pour le remplacer n'a pas été facile, et pendant longtemps d'ailleurs, personne n'y est arrivé. Peu après sa nomination, le président Kennedy a fixé comme principal objectif à l'armée de développer ses méthodes de lutte anti-insurrection. Il était presque trop tard, le A-26 existait encore, mais il était à bout de course. Les événements d'Asie du Sud-Est ont été un excellent terrain d'essai des techniques anti-insurrection. Les Invaders sont à nouveau mis en place, mais leurs cellules, vieilles, commençaient à se fissurer. Celles qui avaient le moins d'heures de vol seront reconstruites par la société Unmark Engineering Company. Ces appareils, qui étaient virtuellement de nouveaux avions, s'appelleront B-26K. Extérieurement, ils ressemblaient aux Invaders, mais en fait, ils étaient très différents. Le fuselage du B-26K n'avait plus de tourelle. Ses ailes avaient été renforcées, sa queue allongée et ses moteurs remplacés. Les Invaders allaient être à nouveau lancés dans la bataille, mais cette fois-ci il n'y avait plus de front, juste une jungle. Le modèle K avait 8 points d'ancrage sous ses ailes. Il pouvait être équipé de toute une série d'armements puissants. On en a fabriqué 40. Avant de mettre en place le B-26K, il a fallu régler un petit problème diplomatique. Le gouvernement thaï refusait d'accueillir sur ses bases des bombardiers qu'on allait utiliser contre ses voisins. Pour satisfaire leurs hôtes, les Américains ont rebaptisé le B-26K A-26A. Un avion d'attaque n'est pas un bombardier et les Thaïs étaient contents. Les appareils qui faisaient escale à Hawaï avant de rejoindre la jungle indo-chinoise étaient à nouveau des A-26. Peu importe leur nom, c'était bien des Douglas Invaders. La
première opération d'un B-26 au Vietnam remonte au 4 novembre 1950. L'armée de l'air française va profiter de la guerre de Corée. Les États-Unis, qui avaient peur de l'extension du communisme, décident de soutenir la France en Indochine en lui prêtant 120 de ses précieux Invaders. Les Invaders ont servi de soutien aux militaires français pendant toute l'occupation de Dien Bien Phu jusqu'à sa chute en 1954. Ce contrat de location de B-26K ou A-26A s'est terminé 10 ans plus tard. Les Invaders ont permis à la France de gagner la bataille de Vinh Nguyen. Mais après le bombardement et les attaques au napalm contre sa ligne de front, le général nord-vietnamien Nguyen Giap a décidé de ne plus jamais s'engager dans la mesure du possible dans une bataille organisée. L'engagement des États-Unis et de ses Douglas Invaders au Vietnam s'est poursuivi bien après la défaite et le départ des forces françaises. Il n'y avait pas d'aviation sud-vietnamienne. En 1951, les Français décident d'en créer une. Mais ses meilleurs pilotes et la plupart des avions quittent le pays en même temps que l'armée française. La France ne laisse à l'aviation vietnamienne que 28 Grumman Bearcats pratiquement hors de service et tout un lot d'avions inutilisables au combat. Le 12 février 1955, ce sont les États-Unis qui prennent en charge l'aviation vietnamienne et son entraînement. Au moment de la reprise des combats, en 1959, ce sont les États-Unis qui pourvoyaient aux besoins des Vietnamiens. L'aviation vietnamienne manquait de pilotes et de personnel. Elle était loin d'être opérationnelle. En 1961, pour la renforcer, des unités anti-insurrection de l'US Air Force sont transférées au Sud-Vietnam. Comme les États-Unis n'étaient pas officiellement impliqués dans cette guerre, les avions volaient sous les couleurs vietnamiennes. Officiellement, les Américains étaient là pour entraîner les Vietnamiens. La non-implication des États-Unis dans ces combats était artificiellement maintenue par la présence, lors de chaque vol, d'au moins un militaire vietnamien. En théorie, aucune attaque ne pouvait se faire sans l'autorisation et en dehors du contrôle d'un observateur vietnamien. En réalité, dès décembre 1961, plusieurs missions se sont faites sans observateur. Les B-26 ont fini par s'user. En août 1963 et en février 1964, les ailes de 2 appareils se sont détachées. Les autres ont été interdits de vol. Les opérations au Vietnam ont été accomplies par d'anciens Sky Raiders de la Navy et il a fallu attendre juin 1966 et l'arrivée des A-26A reconditionnés pour voir à nouveau des A-26 au Vietnam. Les Invaders opéraient au départ de la Thaïlande. Ils avaient pour mission d'attaquer les convois de ravitaillement. Ils opéraient de nuit comme de jour, en équipe avec d'autres appareils. Ils repéraient les objectifs à détruire et ils avaient à surveiller tout un labyrinthe de pistes dans la jungle. Les équipages des Invaders appartenaient à la 606e et à la 609e escadrille d'air commando. Une fois de plus, dans ces opérations de lutte anti-insurrection, les Invaders se sont révélés plus efficaces que des chasseurs capables de voler à Mach 2. Même les B-57,
qui les avait remplacés dans leur rôle de bombardiers légers, n'étaient pas capables, comme eux, de voler à basse altitude et à faible vitesse pour repérer une cible. Les Invaders ont opéré au Laos et au Cambodge et dans le nord et le sud du Vietnam. Ils attaquaient aussi bien les troupes terrestres que les centres de stockage de ravitaillement. Leur spécialité était le tir au camion sur la piste Ho Chi Minh. Ces opérations avaient pour nom de code Nimrod. Les Invaders devaient se faufiler entre les montagnes pour attaquer les convois. Ils étaient aussi efficaces qu'en Allemagne et en Corée. Les B-26K, reconstruits par la société Onmark, avaient des moteurs plus puissants et des réservoirs de carburant plus grands, en particulier des réservoirs en bout d'aile. Ils pouvaient transporter plus de 3 tonnes de bombes. Généralement, c'étaient des bombes au napalm ou à fragmentation ou à haut degré d'explosion. Leurs mitrailleuses pouvaient tirer 1600 coups chacune. Les dernières versions d'Invaders étaient encore plus puissantes. Les méthodes anti-insurrection utilisées avec les Invaders ont servi de modèle à la lutte anti-guérilla. Même après leur mise hors service, les Invaders ont laissé derrière eux un héritage qui a longtemps servi au Vietnam et ailleurs, en particulier dans l'organisation d'opérations de nuit. There's a part of this war that's known to only a few. I'm talking about the night interdiction war. This war is being fought at night in some of the rugged mountain terrain any place in the world. The terrain and the weather night create an environment special and requires a special type of aircraft and a crew to be able to function in that environment. The candlestick mission is merely the lighting of a target for strike aircraft. Although it is usually true that the strike aircraft carry their own flares, it's very difficult for the pilot to compute wind, locate the target, and also keep his eye on the surrounding terrain. This is the purpose for the Candor, which is the mission of the C-123 section. Probably 3 basic reasons why the A-26 is used for our night missions against enemy supply vehicles. First reason is that the aircraft can carry a pretty respectable load of ordnance. The second reason is A-26 can remain in the target area for an effective period of time, which is something that jets don't generally do as a rule. And the third reason is this old bird is real rugged and can take an awful lot of damage and still make it back home safely. Les Invaders ont opéré au Vietnam jusqu'à la fin 1969. Le manque de pièces de rechange et l'usure a réduit le nombre d'appareils opérationnels. Les escadrilles ont alors cessé de voler et les avions ont été rapatriés aux États-Unis. Et il y en avait si peu et ils étaient dans un tel état de fatigue qu'on n'a pas cherché à les conserver. On a récupéré ce qui pouvait l'être avant de les envoyer à la casse. Les missions des Air Commandos et de leurs Invaders en Indochine sont entourées de mystères. Il est sûr qu'ils ont réalisé des opérations secrètes au Laos, contre le Pathet Lao, et d'autres contre les Nord-Vietnamiens. Un jour sans doute, lorsque le secret sera levé, les archives permettront d'écrire cette histoire. Entre-temps, la fin de la carrière des A-26 restera secrète.
l'instant, il reste du A-26 la longue liste des services qu'il a rendus, ses innovations techniques et l'affection que continuent de lui porter tous ceux qui ont volé dessus. L'Invader n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. On n'en a construit qu'un petit nombre, mais il a fonctionné jusqu'au bout. On les a réformés plusieurs fois, mais à chaque fois on les a rappelés. À la veille de leur retraite, le problème n'était pas qu'on ne voulait plus d'eux, mais qu'il n'y en avait plus assez. Peu d'appareils militaires ont été utilisés aussi longtemps et jusqu'au bout comme les Invaders. Le Douglas Invader mérite bien sa réputation.